Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir du 29 septembre 2022 qui connaîtra la participation de l'honorable Annie Mombouza, elle n'est autre que députée nationale élue du territoire de Boudjala, secrétaire nationale du mouvement de libération du Congo en charge de l'agriculture et de l'élevage. Honorable, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Je reviens à vous dans quelques instants. La plénière de l'Assemblée nationale du mercredi dernier a entériné la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Un vote nominal a sanctionné cette décision et les députés nationaux ont émis le vœu que la prorogation soit désormais précédée par d'amples explications de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Explication des membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, propos recueillis par Rosen Zik. La suivie. Depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège, nos forces de défense et de sécurité sont engagées dans les opérations militaires en vue du rétablissement de la paix recherchée. Au cours de la semaine dernière, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avait effectué une mission d'évaluation de l'état de siège au regard d'une part de la dégradation de ces derniers jours de la situation sécuritaire humanitaire dans les territoires de Rutshuru et d'autre part des manifestations récurrentes des populations contre la MONUSCO. Il convient de signaler qu'au cours de cette mission, le Premier ministre s'est fait accompagner d'une forte délégation constituée des élus nationaux des provinces sous état de siège, de quelques membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, ainsi que certains membres du gouvernement. Un rapport circonstancié devra être fait à l'autorité suprême pour des orientations appropriées quant à la suite de l'état de siège. Par ailleurs, les premières retombées de cette mission sont palpables avec la levée depuis ce lundi 26 septembre 2022 du couvre-feu qui avait été instauré sur toute l'étendue de la ville de Goma. Honorable président du bureau de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais. Le projet de loi que j'ai ainsi l'honneur de vous présenter au fin de son adoption par votre chambre comporte un exposé des motifs et 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation de prorogation de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures. Le troisième et dernier article se rapporte à son entrée en vigueur. Au regard de ce qui précède, il plaise à votre chambre d'autoriser, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, la prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours. Restons toujours à l'hémicycle. Au cours de cette même séance plénière, d'importantes ordonnances lois de ratification ont été adoptées par les élus nationaux. Toutes ces ordonnances lois vont dans une certaine mesure vont faciliter certaines opérations dans lesquelles l'État congolais s'engage. Le bureau de la Chambre basse du Parlement s'en est félicité. Jean-Pierre Jody pour les détails. Après moult observations, 20 ordonnances lois de ratification ont été toutes adoptées par l'Assemblée nationale. Le bureau de la Chambre basse du Parlement s'en félicite et croit en l'application des résultats de ces adoptions. Une plénière d'une haute envergure quand les élus nationaux ont dans la foulée fait observer que les éclairages de la Commission de défense et sécurité sont d'une haute importance pour ce qui est de l'état de siège. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 22/032 du 15 septembre 2022 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. 358 députés ont voté oui, 3 ont voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 21 projets de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Les 2 députés nationaux, Delis Sanga et Kassekwa,
Bientôt devant une commission spéciale devant les entendre sur les allégations relatives à la rémunération des élus nationaux. Les deux incriminés se disent prêts à répondre à toutes les questions et à éclairer l'opinion publique et à aider le bureau de l'Assemblée nationale à prendre des bonnes décisions. Je l'ai annoncé tantôt au début de ce journal, l'honorable Annie Mombouza, députée nationale élue du territoire de Boudjala, secrétaire national du mouvement de libération en charge de l'agriculture et l'élevage, est l'invité de ce journal. Honorable François. Bonsoir. La session de septembre a été ouverte le 15 septembre dernier. Pensez-vous qu'elle sera une session aux grands enjeux, notamment électoraux? Bien sûr. Premièrement, vous devez savoir que c'est une session purement budgétaire. En dehors du budget, nous devons aussi traiter des questions et entrer au social de notre population, c'est-à-dire les initiatives des élus nationaux qui pourront quand même aider les sociales de notre population. Très important. Parmi lesquelles les questions orales avec débat, les interpellations des ministres des secteurs, et puis les propositions des lois. Donc tout ça, ce sont des enjeux importants pour la session de septembre-ci. Donc j'ose croire que vraiment les députés nationaux, oui, seront à la hauteur, à l'attente de nos populations, parce que pendant nos vacances parlementaires, toutes ces questions-là étaient évoquées par nos populations. Évidemment. Les sociales de population n'allaient jusque-là, ne va pas très bien. Il y a beaucoup de difficultés. Donc nous devons faire beaucoup pour que nous puissions quand même relever les défis. Donc, voilà. Nous allons quitter l'Assemblée nationale. Vous avez été à votre base de l'Ikimi dans le secteur d'Ongombe-Doko, une école moderne et est toujours une réalité. En ouvrant une école, vous répondez à quel souci? Oui, messieurs les journalistes, premièrement, je suis très heureuse parce que c'était un rêve depuis longtemps. Mais le moyen était vraiment limité, je ne pouvais pas effectuer à ces temps-là parce que je suis quelqu'un qui vient de là. Un moment, j'ai vécu aussi dans ces secteurs. D'abord, je voudrais bien vous rectifier votre parole. Je suis élu d'une circonscription électorale de Boudjala et non l'Ikimi. L'Ikimi, c'est un des secteurs de Boudjala. Alors là, comme nous sommes en train de parler de l'Ikimi, j'ai vécu un moment là-bas. Il y a les constats par rapport à l'éducation étaient vraiment amers et j'avais porté ces soucis-là depuis longtemps. Et je profite de l'occasion pour remercier mon Seigneur parce qu'aujourd'hui, ces rêves est devenu réalité. Vous êtes croyante? Voilà, oui, je suis vraiment chrétienne et je suis croyante. Donc, il y avait vraiment l'absence d'une bonne éducation. J'avais constaté que les enfants n'étudiaient pas dans de bonnes conditions. Et c'est parce que les enfants n'avaient pas de bonnes infrastructures, ça démotivait. Pour les encadrer, les aider à aller à l'école. Ça les démotivait. Beaucoup d'enfants n'aimaient pas vraiment aller étudier dans des conditions comme c'était avant. Pour les parents qui avaient le moyen pour faire déplacer leurs enfants, d'aller plus de 200, 150 km pour étudier, voilà, voire même ici à Kinshasa, il n'y avait pas beaucoup de parents avec ces moyens-là. Et pour ceux qui avaient ces moyens-là, leurs enfants parfois n'arrivaient pas à supporter l'absence de leurs parents. Ils allaient, allez-y comprendre, un enfant qui quitte sa famille régulière, son coin natal. Voilà, il va ailleurs, parfois il va trouver un autre traitement, il ne va pas supporter ces traitements-là, et ça va démotiver l'enfant, et l'enfant va retourner d'où il était venu. Donc, tous ces constats m'ont poussé tous ces constats m'ont poussé vraiment de beaucoup réfléchir comment résoudre ces problèmes. Raison pour laquelle, quand j'ai vu que le moyen était quand même suffisant, j'ai dit je dois construire cette école. Vous avez osé? J'ai osé, voilà. J'ai commencé depuis, c'était en 2018 vers la fin.
et avec l'aide du Seigneur. Et aujourd'hui, l'école est devenue effective. Voilà, c'est au-delà même de mes attentes, parce que moi, j'ai pensé que avec 2 bâtiments ou 3 bâtiments, ça pouvait contenir les nombres d'enfants que moi je pensais. Voilà ce que j'avais prévu. Mais hélas, là je me retrouve devant vraiment au-delà de mes attentes. J'avais fait fabriquer un banc pour 3 ou 4 élèves, mais là on me donne rapport selon lesquels un banc abrite au moins 6 élèves. Donc là, ils sont plus assis à même le sol, mais ils sont assis sur des bancs. Non, en fait, quand j'ai construit l'école, j'ai aussi demandé qu'on puisse fabriquer les bancs décents. De manière normale. De manière normale, pas comme c'était auparavant. Tantôt, les enfants se mettaient sur les briques, tantôt, eux-mêmes, ils fabriquaient, ils amenaient les morceaux de bois pour pouvoir s'asseoir. Donc, cette fois-ci, j'ai leur offert quand même un bon cadre pour que finalement les enfants puissent être motivés et que les parents puissent quand même pour alléger aussi l'économie des parents, parce que les parents qui avaient le petit moyen pour envoyer leurs enfants plus de 200 km aujourd'hui. Vous avez anticipé ma question. Moi, oui. je me disais, une école dans un coin où le pouvoir d'achat est très faible, est-ce que les parents auront la facilité d'envoyer les enfants là-bas? Au fait, un grand projet comme ça, je ne pouvais pas le faire sans commencer par contacter les parents. J'ai eu beaucoup de discussions avec les parents. C'est par rapport aux besoins. C'est les parents qui m'ont fait voir leurs besoins. Raison pour laquelle moi je m'étais engagée. Mais cette école, bien sûr, j'ai beaucoup dépensé, mais je n'attends pas un but lucratif. Voilà, moi mon souci est que je puisse quand même donner, poser quelque chose qui va rester dans le temps. Voilà, c'est ça ma vision. Et lorsque les parents ont accepté qu'ils seront à mesure de répondre, parce que construire une école privée, ça va demander les enseignants, voilà. Et les enseignants de qualité, parce que c'était ça le besoin de parents. Okay. Ils voulaient que leurs enfants puissent avoir quand même des bonnes leçons et des leçons de qualité, hein, une bonne éducation. Alors, je leur avais prévenu que pour amener des bons enseignants, il faudra mettre le moyen. Et quand je leur ai demandé, ils ont dit non, ils seront à mesure. Pour l'éducation. Là, il y a 3 jours passés, on m'a fait rapport, ils avaient fait une assemblée générale avec les parents, d'ailleurs avec le montant que l'école a présenté aux parents. Vraiment, les parents étaient très d'accord. À l'unanimité. À l'unanimité. Ils ne savaient même pas, ils ne pensaient même pas que ça pouvait être assez facile comme ça. Assez facile comme ça. Moi, j'ai dit non, moi, je n'ai pas besoin de m'enrichir. J'ai plutôt besoin de voir 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, cette contrée s'épanouir avec des futurs. Pourquoi pas des futurs honorables comme vous? Bien sûr, mais être, pourquoi pas président de la République? Bien sûr. Voilà. La baisse des connaissances des matières premières congolaises sur le marché international a été une préoccupation de la dernière du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Des précisions de cette situation dans ce briefing de la réunion faite par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Mbodji Sangari. Il est au micro de Jean-Pierre Jodi. Suivez. La question de la grève dans le secteur de l'enseignement supérieur a amené le comité de conjoncture économique à auditionner le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïse Dozangi, qui s'est dit préoccupé par cette grève quasi générale déclenchée par les enseignants depuis le 21 septembre dernier. Cette réunion aujourd'hui a connu la participation particulière à titre exceptionnel du ministre de l'ISU et de la vice-ministre de l'EPST autour de 2 questions principales. La première, qui concerne la grève déclenchée par l'association des professeurs d'université à la suite de la signature de l'accord de Bibois en février 2022. Et les enseignants ont décrété cette grève parce que le gouvernement tarde à exécuter certains engagements pris dans ces accords. Et à cet effet, le gouvernement propose certaines solutions et le ministre en charge de l'ISU va communiquer ces propositions de solutions aux professeurs d'université, à leurs syndicats, pour que nous puissions mettre fin à ce mouvement de grève qui s'est déclenché et qui prévoit une grève des étudiants demain. Pour ce qui est du secteur
de l'EPST, la vice-ministre a rassuré le comité de conjoncture que la situation est stable, mais elle a attiré l'attention sur la nécessité de mettre en application certains aspects des résolutions des engagements pris par le gouvernement à Bibois, notamment en ce qui concerne le réajustement de la prime de gratuité qui doit être payée aux enseignants. Les ministres de l'enseignement supérieur universitaire et la vice-ministre de l'EPST ont été à titre exceptionnel conviés à cette réunion de conjoncture économique en raison de l'instabilité actuelle dans le secteur de l'enseignement, la grève dans les universités et la controverse née de la prime de la gratuité de l'enseignement primaire ont été les questions évoquées. Jean-Pierre Djodji revient ici. L'instabilité actuelle dans le secteur de l'enseignement, la grève dans les universités et la controverse née de la prime de la gratuité à l'enseignement primaire ont été les principales questions évoquées lors de cette réunion. Encore une fois, Jean-Pierre Djodji. Après avoir saccagé le complexe scolaire NIF, situé sur l'avenue de la Libération dans la commune de Selimbao, par des candidats malheureux aux épreuves de l'examen d'État, mécontents d'avoir échoué, ces élèves se sont livrés aux actes de pillage. Ils ont brûlé les toitures, cassé les vitres, presque tous les matériels didactiques. À en croire ces enseignants, les dossiers des élèves finalistes, les documents pédagogiques et les ordinateurs de l'école ont été emportés par les manifestants. Après le processus de recours lancé par les autorités, ces élèves étaient cités parmi les lauréats de cette école. Rien que nous soyons une école privée, mais les enfants que nous sommes en train de former, ce sont des enfants de la République démocratique du Congo. Vu tout ce qui s'est passé, je pense que vous étiez témoins ces jours-là. Ce qu'il y a eu, mais aujourd'hui là nous sommes en train de souffrir. Nos autorités de la sous-division, ils ont été saisis, ils savent tout ce qui s'est passé, mais jusque-là il n'y a pas une réaction de leur part. C'est l'État vraiment que nous lançons l'appel. Il doit prendre vraiment sa responsabilité. Il ne faut pas seulement voir les écoles publiques ou les écoles conventionnelles, les écoles privées aussi contribuent au développement surtout de l'éducation. La faute, c'est à la police. Les élèves ont eu le temps de saccager, mais la police n'a pas eu le temps d'intervenir. Et aussi à l'État, comme les surtout précisément au ministre de l'EPST, par rapport aux résultats écadiques de l'élection. C'est ce qui repose sur cette message. Les responsables du complexe scolaire NIF condamnent en partie ces élèves pour ces actes de barbarie et déclinent la responsabilité à l'EPST pour l'erreur commise lors de la publication de l'examen d'État. Ces autorités de l'école scolaire NIF sollicitent l'aide du numéro 1 de l'EPST pour la réhabilitation de cette école. Là, c'était plutôt l'élément et entré en complexe scolaire NIF situé dans la commune de Selimbao qui a été saccagé par les élèves finalistes. Je reviens à vous. Vous êtes l'invité de ce journal, l'honorable Annie Mombouza. L'école a été ouverte à travers vos économies et vous pensez avoir des partenaires les années à venir, des gens qui peuvent venir vous aider parce que vous avez dit que le travail est immense. Est-ce que vous pensez avoir des partenaires pour les années à venir? Oui, ben écoutez, j'étais seule lorsque le projet était encore dans ma tête. Maintenant, le projet s'est déjà matérialisé. Je crois que c'est une affaire de tout le monde. Parce que si je me dis, voilà, moi-même, comme on dit à Lingala, il y a un adage qu'on dit, Moussapimo que l'ongité. En tout cas, l'école aura besoin de tout qui vont être poussés vraiment par cette bonne volonté-là de pouvoir aider ces enfants-là qui étaient abandonnés depuis, je dis bien le siècle, parce que depuis que le monde a été monde, c'est la première fois de voir une telle œuvre dans cette contrée-là. Donc là, je ne peux pas rester enfermée, malgré tous les efforts que je fais, mais je ne peux pas rester enfermée. Je lance un appel à tous
ce qui va être poussé par cette volonté-là de pouvoir aider les enfants, en tout cas, le secteur de Ngombedoko de Likimi, dans le territoire de Boudjala, et précisément dans la province du Sud Ubangi, aura besoin des gens de bonne volonté. Bon, je voudrais également préciser là-dessus, lorsque je m'engage à l'éducation, c'est parce que à partir des différentes formations que j'ai suivies à l'étranger sur la stabilité, comment dirais-je, la sécurité, en tout cas, on nous a dit, élément de base, c'est l'éducation. Un enfant, les que voilà, c'est l'éducation. Un enfant qui a reçu une très bonne éducation ne va pas être manipulé, ne va pas être manipulable. Donc, c'est une des raisons vraiment qui m'a poussé à déposer tel acte pour notre République. Voilà. Merci. Le cardinal Fridolin Ambongo a effectué une mission pastorale dans le territoire de Kwamuntu dans le but d'apporter son soutien aux victimes des actes de barbarie entre les communautés Teki et Yakalit. C'est le besoin de détails. Les territoires des Kwamut dans la province de Maïndombe enregistrent de violents affrontements entre communautés Teke et Yaka depuis plusieurs semaines. Suite à ces conflits, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a effectué une mission de 4 jours pour réconforter cette population victime des actes de barbarie. Pour le prélat de Kinshasa, il est urgent que les autorités du pays trouvent la solution à ces problèmes car l'insécurité est à la porte de la capitale Kinshasa. N'oublions pas que Kwamut, c'est la porte d'entrée de Kinshasa. Tout ce qui est navigation sur le fleuve, toutes les eaux du pays passent par Kwamut, soit par le fleuve venant du nord, soit par la rivière qui ramasse toutes les eaux du Kasaï, de Kwilu, de Kwango, etc. ou du Maïndombe. Tout ça, ça passe par Kwamut. Et s'il y a insécurité à cet endroit aussi stratégique, ça peut avoir de lourdes conséquences sur Kinshasa. Il y a de graves questions de sécurité dans cette partie. Et la nature de cette insécurité, il faut d'abord décortiquer pour mieux connaître les contours. Parce que c'est une affaire beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Tout au long de cette mission pastorale, le cardinal Fridolin Ambongo a eu à rencontrer les fidèles catholiques de ces coins du pays, victimes des atrocités. À cette communauté a été un moment de grand réconfort moral, spirituel pour un peuple qui souffre, un peuple qui, depuis ces événements, a le sentiment d'être en péril, d'être abandonné. Les activités économiques sont pratiquement paralysées et c'est clair que l'autorité du pays doit faire quelque chose pour que cette situation puisse se débloquer. Parce que ça peut avoir des conséquences au-delà de ce que nous entendons. L'association culturelle Mbia regroupant les Mbandi a, au cours de sa dernière réunion, reçu et accepté l'adhésion de Mme Cathy Kahen, ressortissante de la province et membre de l'ethnie Mbandi. Elle a préféré garnir les rangs de cette communauté en vue d'apporter sa contribution. Jean-Pierre Jeudi pour les détails. La communauté Mbandi élargit ses rangs à travers son association Mbia. Elle a enregistré l'adhésion d'une de ses filles en la personne de Cathy Kayen, qui au cours d'une réunion de Mbandi a confirmé son appartenance à la communauté Mbandi et a promis de ne ménager aucun effort pour le sort de cette association regroupant tous les Mbandi disséminés à travers le pays du monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être à ce rendez-vous, celui de la fraternité, d'affirmation à une appartenance, celle de ma communauté Mbia. En effet, de la part de Ius Sanguinis et Ius Solis, c'est à latin. Les doigts de sang et les doigts de sol. J'ai appartenu tacitement à ma communauté. Mais aujourd'hui, en tant qu'association regroupant les fils et filles Mbandi,
je me fais le devoir d'adhérer officiellement et solennellement à l'association culturelle Mbia de Kinshasa et à travers celle de tous les pays du monde, y compris les terroirs. Allant à l'école de la convivialité, nous devons nous tenir désormais main dans la main et être soudés en famille. Car il n'y a pas de fraternité posthume. Aussitôt adhéré, Katikaine a promis de contribuer au projet de l'association, notamment financer l'apprentissage de la langue bandi dans un centre de langue à mettre sur pied dans un bref avenir. De l'école du Caméléon d'Amadou à Pateba, nous devons savoir qu'aux côtés de nous existent des frères et sœurs, parfois vulnérables, désemparés, qui ont besoin de notre main tendue. Chers frères et sœurs, je compte désormais sur ma communauté et elle doit aussi compter sur moi. L'insalubrité bat son plein devenue monnaie courante dans les communes de la ville de Kinshasa. C'est le cas de la commune de Kinshasa, précisément dans le quartier Nwaka, un quartier où les caniveaux sont bouchés et les poubelles sont difficilement vidées pour les habitants. De ce coin, Kinbopeto est prêt à rester lettre morte malgré la grosse campagne qui accompagne ce lancement, constaté par Esther Malalapo et Mikojo. En République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier, vivre avec le déchet est une monnaie courante. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, précisément dans le quartier Ngwaka, où nous avons fait un constat sur l'état de caniveaux des avenues ou encore les rues qui sont transformées en poubelles géants où tout le monde jette des résidus après chaque usage sans être inquiété. Par conséquent, les caniveaux sont remplis des immondices tels que les bouteilles en plastique, les déchets alimentaires, des sachets, des matières fécales ainsi que toutes sortes de résidus. Et cela entraîne une reproduction rapide des moustiques qui sont responsables de plusieurs maladies liées à l'insalubrité, tels que le paludisme, la fièvre typhoïde et les infections et autres, alors que les caniveaux devraient être ouverts pour laisser passer librement les eaux. En effet, devant la caméra de Canal Kin Télévision, les habitants de la dite commune n'ont pas hésité à lancer un cri d'alarme aux autorités du pays, notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et la bourgmestre Madame Pepito Kilala, afin de trouver une solution adéquate pour curer les caniveaux, surtout en cette période où les pluies vont reprendre. Et là où nous sommes sur Willeri Ishoki, je viens réclamer le tirage des caniveaux. Parce qu'il y a trop d'immondices, parce que nous sommes dans un quartier très informel, là où les caniveaux sont devenus de poubelles, même de toilettes de gens. C'est ça, je viens réclamer pour faire le curage des caniveaux. Paraît-il qu'il y a une dame là-bas. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu la dame. Je ne connais même pas. Je n'ai même pas vu la dame. Certains habitants disent n'avoir jamais vu la bourgmestre de cette commune descendre sur terrain pour faire le constat sur l'assainissement et que Kinbopeto n'est qu'un simple slogan, mais pas une réalité. Et l'invité de ce journal, l'honorable Annie Mugunza, députée nationale élue du territoire de Boudjala. Honorable, en qualité de secrétaire national du mouvement de libération du Congo en charge de l'agriculture et élevage, on vous a vu remettre des intrants et outils agricoles à la population de Kouma. Ça va s'arrêter seulement à Kouma? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ça ne peut pas s'arrêter au secteur de Kouma parce que la République démocratique du Congo est grande, n'est-ce pas? Et le parti, le MLC, ne s'arrête pas seulement au niveau de Kinshasa ou du Sud-Ubangi, c'est sur toute l'étendue de la République du Congo. Étant secrétaire national en charge de l'agriculture, pêche et élevage, j'ai ce devoir-là d'aller sur toute l'étendue de la République pour pouvoir booster un peu ces secteurs-là d'agriculture. Voilà. Ça, c'était occasionnel. C'était par la demande de mon président. C'est mon président, Excellence Jean-Pierre Bemba, qui m'avait donné ces moyens-là
qui avait mis ces moyens-là à la disposition des agriculteurs des Kouma pour que finalement la production locale soit quand même encouragée. Depuis un certain temps, je sais que vous aussi, vous êtes informés, le phénomène malnutrition et l'insécurité alimentaire prend vraiment de l'ampleur dans notre pays. Et le secteur des Kouma n'est pas épargné, raison pour laquelle, par ma qualité de la secrétaire nationale en charge de l'agriculture, le président Jean-Pierre Bemba m'avait délégué d'aller doter à ces citoyens le moyen de travail pour pouvoir quand même faire leur champ, pour les encourager à travailler en agriculture. Donc voilà la raison de mon passage à Kouma. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Deux petites questions. Nous vous trouvons très actifs. Comment conciliez-vous votre vie d'épouse au foyer, mère et cadre au sein du mouvement de libération du Congo? Et puis demain, c'est le 30 novembre, je crois que c'est l'anniversaire du mouvement de libération du Congo, 24 ans. Les deux questions, y a-t-il un programme? Comment ça va se passer? Oui, je commence par répondre par votre première question. Comment j'ai parviens quand même concilier... vous êtes au Parlement, vous êtes avec la base. Moi, je crois que les dialogues restent toujours importants dans un foyer ou dans une famille. Être épouse ou mère d'une famille, c'est une autre tâche, mais être aussi femme d'État, ça c'en est une autre. Voilà. Donc, je sais bien faire la séparation des choses. Voilà. Donc, ça ne pose pas de problème. Je reste maman des enfants, épouse de quelqu'un, et puis je reste aussi femme d'État. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le 24e anniversaire de mon parti cher, le mouvement de libération du Congo, en tout cas, je suis très heureuse parce que c'est un parti qui a connu beaucoup de problèmes dans son parcours, mais Dieu étant toujours, resté toujours un être puissant, un être incontournable, il a su quand même nous aider à survivre jusqu'aujourd'hui. Donc, je souhaite un très heureux anniversaire d'abord à mon président parce que c'est lui le fondateur. Et là, je le félicite parce que à travers ces partis politiques, nous avons quand même eu cet esprit de patriotisme parce que à travers son combat, il nous a expliqué à travers l'ouvrage que lui, le choix de la liberté. Le choix de la liberté, nous avons compris pourquoi doit-on rester patriote, pourquoi doit-on combattre pour son pays et pourquoi doit-on aimer son pays. Donc voilà, je souhaite à tout le monde... le vendredi, il y a un programme spécifique? Ça ne peut pas manquer, mais bon, comme je ne suis pas informée officiellement, je ne peux pas quand même vous donner un programme comme ça. Je crois qu'il y aura des gens qui vont passer je crois, voilà. Si pas ce soir, demain déjà pour donner le programme. C'est ça. Merci, honorable Annie Mombunza, vous êtes députée nationale élue du territoire de Boutala. Vous êtes secrétaire nationale du mouvement de libération du Congo en charge de l'agriculture et élevage. Je vous remercie beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Monsieur Jean-Pierre Dodi a assumé l'édition de cette édition. Koupar Bola, Rodiloa à la caméra, Freddy Tankidi à la réalisation. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain, vendredi à 7h pour suivre encore cette fois la rediffusion de cette grande édition. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.